Good morning. Great to see you all. Bonjour, ravi de vous voir en personne après un certain nombre d'années. David Tice, directeur de la communication de la Banque mondiale. Nous sommes ici avec le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass. Il va commencer par des propos liminaires et ensuite il répondra à vos questions. Comme vous le savez, Monsieur Malpass est très attaché à la transparence, donc il est toujours ouvert, disponible sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le suivre sur Twitter. Merci à ceux qui ont transmis leurs questions en ligne. Nous tâcherons d'y répondre et de répondre évidemment aux questions dans la salle. Veuillez s'il vous plaît vous présenter avant de poser votre question. Merci beaucoup. Monsieur Malpass, vous avez la parole. Merci David. Bonjour à tous. Comme vous le savez, l'environnement mondial est très difficile, il est assez sombre pour les pays en développement. Je pense nous sommes face à une crise du développement. Nous avons publié un rapport qui indique que 70 millions de personnes risquent de basculer dans la pauvreté et le revenu médian est en baisse, moins 40%. Nous avons revu nos prévisions de croissance de 3% à 1,9%. Ça, c'est pour la croissance mondiale. C'est un taux qui s'approche dangereusement d'une récession et cette récession pourrait se concrétiser selon certains scénarios. Nous avons beaucoup parlé de l'inflation, de la hausse des taux d'intérêt, de l'arrêt des flux de capitaux en direction des pays les plus pauvres qui souffrent le plus. C'est un réel défi pour la Banque mondiale. Nous souhaitons aider les populations à aller de l'avant dans les pays en développement et maintenant nous enregistrons des reculs. Donc évidemment, il y a des différences entre les pays. Certains pays ont déjà rehaussé leur taux d'intérêt et ils ne devront peut-être pas le faire à l'avenir. D'autres pays ont opté pour certains types de subventions, d'autres pour d'autres types. Les politiques budgétaires sont également différentes selon les pays. Certains pays sont producteurs de matières premières, d'autres sont importateurs de matières premières. Donc, notre conseil au pays, c'est d'avoir des ripostes bien ciblées. Appuyer les populations les plus pauvres avec des interventions bien ciblées et d'avoir une stratégie de sortie provisoire. J'aimerais parler de quelques faits saillants, le fait que la dette est en hausse dans un grand nombre de pays et dans les pays en développement, leur monnaie est dépréciée, ce qui pèse davantage sur une situation déjà difficile. Deuxièmement, nous avons beaucoup parlé de l'Ukraine. Évidemment, la Banque mondiale est présente. Nous transférons des fonds à l'administration du gouvernement de l'Ukraine et nous en avons beaucoup parlé hier durant nos échanges qui ont été très fructueux. Nous avons mis sur pied un nouveau fonds fiduciaire pour pouvoir absorber des dons et financements de la communauté internationale. Un autre point important, l'éducation. Comme vous le savez, la pauvreté d'apprentissage est en hausse et la Banque mondiale a beaucoup de données sur le recul en matière d'éducation. Nous avons organisé une manifestation importante pour parler de cette sortie de la crise de l'éducation. Nous avons beaucoup dialoguer avec les pays sur l'action climatique. Nous sommes le plus gros bailleur de fonds pour l'action climatique. Nous avons mis sur pied un fonds fiduciaire pour pouvoir permettre aux pays d'investir dans les biens communs.
Cela permettrait au système mondial d'avoir un réel effet sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous avons le rapport sur le développement des pays en matière de lutte contre le changement climatique. Nous avons publié le rapport sur la Chine. Celui sur le Vietnam a été publié en septembre. Nous avons déjà publié 10 rapports pour les pays et beaucoup d'autres rapports seront publiés d'ici la COP 27. Nous avons été ravis d'obtenir la contribution des États-Unis pour le fonds pour la technologie propre, un des fonds fiduciaires de la Banque mondiale. Voilà, je pense que je suis arrivée au bout de la liste. Pour résumer, nous sommes face à une situation très difficile pour les pays avancés. Cela a de graves répercussions sur les pays en développement. Et je suis très inquiet car ces tendances risquent de s'affermir en 2023 et 2024. Merci beaucoup. Nous allons commencer ici à l'avant. Madame, ou pardon, juste derrière vous. You. Yeah. Thank you for taking my question. Ling Shiwan, agence de presse. Je voudrais vous poser la question concernant une éventuelle récession. La Banque mondiale a publié une étude selon laquelle s'il y avait une hausse des taux d'intérêt pour juguler l'inflation et il pourrait y avoir une récession en 2023. Si cela survient, qu'est-ce que cela veut dire pour les pays à faible revenu en particulier et comment seront-ils en mesure de réagir? Merci. Le ralentissement lui-même de l'économie mondiale frappe particulièrement les pays en développement et surtout les pays les plus pauvres des pays en développement. Donc, c'est un impact négatif. Nous avons révisé à la baisse nos prévisions à 1,9%. C'est encore un chiffre positif pour la croissance de ces pays, mais c'est quand même une baisse de 1,1% par rapport à nos prévisions de juin. Il y a aussi un risque que cela baisse encore. Donc, la croissance de la population est de 1,1% par an. Donc, si vous obtenez ces chiffres, vous êtes dans une situation où finalement le monde régresse. La Banque mondiale a pour mission d'assurer une prospérité partagée, un bien-être partagé. Et les données du rapport sur la pauvreté montrent que les pays à revenus intermédiaires vont régresser pour la première fois. Et donc, cela va faire baisser les revenus médians, c'est-à-dire que les personnes qui se situent dans la partie la plus basse, la moitié la plus basse des revenus, va souffrir davantage encore. Donc, je crois que c'est là l'une des questions qu'il faut résoudre. Il faut assurer les mouvements de capitaux vers les pays en développement, vers les pays émergents, et cela permettra de changer en fait la situation aussi bien dans les pays avancés que dans les pays en développement et les pays émergents. Merci d'accepter ma question. Je suis Simon. Je représente ATD News Afrique ici à Washington. Pour reprendre ce que vous venez de dire, le fait que nous ayons des centaines de milliards de dollars qui sont disponibles pour être investis, mais il semble malheureusement que ces dollars, ils ne vont pas du tout vers l'Afrique. Et moi, j'aimerais parler donc des recommandations et des mesures qui ont été prises par la Banque mondiale concernant les pays d'Afrique au niveau de la crise énergétique, de la crise alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail? Oui, pour l'exercice 2022 qui s'est terminé le 30 juin de cette année, pratiquement la moitié des engagements de la Banque mondiale ont été envers l'Afrique.
C'est en fait une modification qui s'est faite progressivement au fil des ans. La Banque mondiale travaille de plus en plus pour les pays fragiles et nous avons développé nos programmes en faveur de ces pays dans toute la mesure du possible. Pour ce qui concerne les mouvements de capitaux, en fait, lorsque les taux d'intérêt étaient faibles, il y avait toujours une recherche de rendement. Donc, les investisseurs mettaient de l'argent dans un certain nombre de pays émergents. Mais lorsque vous regardez en fait les données, cela ne permet pas de constituer des capitaux. C'était essentiellement pour les États, pour les gouvernements. Donc, en fait, les mouvements de capitaux partaient des pays avancés et allaient vers les gouvernements des pays en développement, mais cela ne créait pas nécessairement des dépenses en infrastructures et autres. Donc, ce que nous souhaitons, c'est que les pays du monde en développement, et en particulier les pays d'Afrique, utilisent tirent parti de la crise d'aujourd'hui pour vraiment améliorer leur façon d'utiliser les capitaux de façon à ce qu'ils produisent plus, qu'ils engendrent plus de formation de capitaux et plus d'investissements dans leur pays au niveau local, de façon à assurer une croissance future. Ensuite, il y a un autre point, c'est la crise de l'endettement. Peut-être pourrons-nous en parler dans le cadre d'une autre question, mais l'endettement, en fait, est très élevé. Le fardeau de la dette est de plus en plus élevé. Les taux d'intérêt sont relevés, bien sûr, et cela accroît ce fardeau de la dette. Et pour le moment, il n'y a pas de technique particulière pour alléger la dette lorsque la dette devient intenable. On voit des pays qui demandent un allègement de la dette à la communauté internationale, mais ne trouvent pas de solution. Et cela s'applique vraiment à l'Afrique. C'est vraiment le cas dans de nombreux pays africains. Oui, monsieur, et ensuite je passerai à une question en ligne. Bonjour, je voudrais poser une question en arabe, s'il vous plaît. Je suis Hamid Ahmed, du journal égyptien. Ma question concerne l'Égypte. La Banque mondiale a accordé 500 millions de dollars récemment à l'Égypte et nous aimerions avoir des détails sur ce montant. Y a-t-il d'autres fonds prévus pour l'avenir et que pensez-vous de l'économie égyptienne en général? Effectivement, c'est en juin, je crois, que la Banque mondiale a accordé ce prêt à l'Égypte. C'était donc au 4e trimestre de l'exercice 2022. Compte tenu de cette crise alimentaire, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, cela a fait monter les prix alimentaires dans le monde entier. Un certain nombre de pays, en fait, l'impact a été assez différent selon les pays. Tout dépendait en fait de la situation des pays par rapport à la mer Noire. La Banque mondiale, en fait, est intervenue très vite pour venir en aide aux différents pays. Nous avons fait un prêt au Liban, à l'Égypte, et celui à l'Égypte comportait en fait 2 volets. Il s'agissait de protéger le blé. Il y avait une pénurie de pain en Égypte. Et puis, il s'agissait d'améliorer aussi les systèmes alimentaires au sein du pays. Et le gouvernement a mis en place des réformes qui pouvaient aider à accroître la résilience à l'avenir face aux crises alimentaires. Nous avons également accordé des prêts à la Tunisie, un prêt de 2,5 milliards de dollars pour l'Afrique de l'Est. Tout cela fait partie de nos programmes de sécurité alimentaire que j'ai annoncés à Berlin, 31 milliards de dollars que nous consacrons à la sécurité alimentaire au cours des 15 mois depuis le mois d'avril dernier. Et nous avons déjà utilisé 9 milliards de ce montant. Ensuite, la deuxième partie de votre question concerne la situation économique en général en Égypte.
Comme beaucoup de pays en développement, l'Égypte est confrontée à un grand nombre de défis, mais je dirais surtout qu'il y a des subventions dans l'économie et je crois qu'il faudrait éliminer ces subventions pour que les entreprises publiques, notamment, puissent être réformées et cela doit se faire le plus rapidement possible. Nous apportons notre soutien à ce programme de réforme du gouvernement égyptien à mesure que les réformes sont mises en place. Et à mesure que seront mises en place, nous pourrons continuer à apporter des prêts à l'Égypte. La Banque mondiale, en fait, intervient très vite pour réagir aux différentes situations dans le monde aujourd'hui. Mais il y a un certain nombre de mesures qui doivent être prises par les gouvernements pour que des prêts puissent être demandés à notre Conseil. La Banque mondiale aussi accorde un grand nombre de dons. Il y a les prêts, il y a les dons. Toutes ces différentes possibilités sont soumises à l'approbation du Conseil, de notre Conseil, et nous sommes toujours prêts à intervenir, notamment, comme nous l'avons fait en Égypte, lorsque la politique budgétaire est améliorée, lorsque l'efficience des dépenses publiques est améliorée, lorsque aussi la politique, par exemple, des logements est améliorée. Nous travaillons dans tous ces domaines avec l'Égypte. Je vais passer maintenant une question en ligne de Mme Sorin du Daily News de Mongolie. L'un des grands risques des perspectives de l'économie mondiale, comment ces risques de l'économie mondiale peuvent avoir un impact sur des petits pays comme la Mongolie. Les petits pays sont parfois bénéficient parfois d'un certain amortissement de la crise. Ils sont quelque peu protégés parfois. Il y a par exemple des États, petits États insulaires. Nous travaillons notamment avec beaucoup de petits États insulaires, mais dans le cas de la Mongolie, c'est un pays qui est très frappé par le fardeau de la dette, par la hausse des taux d'intérêt, et c'est un pays qui a beaucoup emprunté auprès de la Chine, et cela présente un grand nombre de problématiques aussi. Et je crois que ce qui est le mieux pour les plus petits pays, ce serait de voir une progression de la croissance mondiale. Et bien entendu, le problème de l'inflation, nous avons vu ce matin les chiffres des États-Unis et il faut absolument que le problème de l'inflation soit résolu le plus rapidement possible, notamment avec une hausse de la production. Même pour la Mongolie, la meilleure chose à souhaiter, c'est qu'il faut que la production qui vienne des États-Unis, du Canada, des différents pays puisse augmenter pour régler les problèmes d'inflation et remettre la croissance sur une bonne trajectoire positive. Monsieur, vous avez la parole. À la chemise bleue, mais il y a beaucoup de chemises bleues là. Chris Samak, je voudrais vous poser une question sur l'Ukraine. Vous avez parlé du fonds fiduciaire qui a été mis en place. Il y a eu cette réunion ministérielle hier et le président Zelensky a demandé surtout l'assurance qu'il y aurait aussi des investissements privés qui viennent en Ukraine. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots là-dessus? Comment est-ce que la Banque mondiale peut aider et contribuer à faire en sorte qu'il y ait des investissements à la fois publics et privés qui aillent vers l'Ukraine? Oui. C'est un problème difficile. Il y a des problèmes de garantie dans les zones de conflit. Mais laissez-moi parler au nom de la Banque mondiale. Nous avons plusieurs produits de garantie qui viennent notamment de la MIGA et notre agence spécialisée. Et nous avons aussi un certain nombre donc de programmes qui sont garantis et dans le cadre desquels la Banque mondiale utilise pour le moment la garantie des donateurs. C'est une forme d'assurance, si vous voulez. Nous avons décaissé jusqu'à maintenant 11 milliards de dollars au profit du gouvernement ukrainien et il y aura encore 530 millions d'ici la fin de cette année qui permettra d'acheter
d'acquérir une garantie auprès du gouvernement britannique et une assistance de la part du Danemark. Donc beaucoup de pays ont participé à ce mouvement de capitaux vers l'Ukraine. Et je préside à la coopération internationale en faveur de l'Ukraine en tant que président de la Banque mondiale, de l'IFC. Et l'IFC aussi assure l'apport de capitaux privés pour l'Ukraine dans le cadre de programmes que nous avons mis en place. Merci, Namei Keke du Nigeria. La plupart des pays d'Afrique subsaharienne sont soit en surendettement, soit à risque élevé de surendettement. Je pense que nous sommes tous d'accord et nous le reconnaissons. Pouvez-vous nous dire un petit peu où se situe le Nigeria? Et pour ce qui est de la restructuration de la dette, est-ce que c'est à l'ordre du jour de la Banque mondiale? Et ensuite, pour ce qui est des subventions énergétiques, il est prévu de les retirer l'année prochaine. Est-ce que vous pensez que c'est trop tôt, trop tard? Faut-il agir plus rapidement? Bien, je vais commencer par la fin de votre question. S'agissant des subventions énergétiques, si vous plafonnez le prix du pétrole, ce plafonnement ne doit pas être nominal et peut être réduit progressivement. La difficulté pour le Nigeria, c'est que les subventions sont telles qu'ils entravent le recouvrement des recettes des entreprises publiques de pétrole. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, ou plutôt cette année, a vraiment porté un coup dur à l'économie du Nigeria, en raison justement des subventions. Pour ce qui est de la restructuration de la dette, nous travaillons avec le FMI sur les questions de restructuration de la dette. Le Nigeria est candidat au cadre commun. C'est un processus qui a été lent au Tchad, en Éthiopie, au Tchad. Il y a quelques évolutions pour la Zambie, mais elles restent lentes. Et Kristalina et moi avons parlé tout à l'heure avec le groupe du fait que si le cadre commun pouvait permettre aux pays de stabiliser la dette, eh bien, il pourrait prendre des décisions quant à la restructuration de la dette. Mais le Nigeria n'a pas fait ce choix. Je travaille avec le Nigeria depuis un certain nombre d'années. Il y a le problème de la multitude des taux de change, ce qui rend difficile le flux des capitaux. Les politiques ont également tendance à protéger les importations et sont restrictives pour ce qui est des exportations. Nous œuvrons avec le FMI à évaluer la viabilité de la dette, mais ce sera au Nigeria d'interagir avec les différents créanciers, détenteurs d'obligations, créanciers officiels présents ou travaillant avec le Nigeria. Troisième rang. Oui, voilà. David Lauder de Reuters. Je voulais rebondir sur la question posée par mon collègue à propos de l'Ukraine. Évidemment, nous sommes tous inquiets de ce qui se passe en Ukraine et des promesses de financement, de dons pour financer les efforts de l'Ukraine face à cette invasion. Oui,
oui, il y a ces flux de financement vers l'Ukraine, mais certains pays sentent qu'ils sont un petit peu laissés pour compte. Je songe notamment aux pays d'Amérique latine, d'Afrique, qui sont vraiment en difficulté. Pouvez-vous parler un petit peu de ce sentiment, de ce phénomène? Est-ce que vous pensez que l'on en fait peut-être un peu trop? Ou est-ce que vous estimez que les problèmes du monde sont en quelque sorte liés à cette guerre qu'il faut à tout prix maîtriser? Alors, il est évident que l'invasion de l'Ukraine par la Russie cause d'énormes problèmes dans le monde. Donc, il faut à tout prix remédier à cela de façon collégiale, avec une action coordonnée. Alors, pour les autres pays, est-ce qu'ils sont laissés pour compte? À la Banque mondiale, nous voulons accroître notre action dans tous les pays du monde en raison précisément des répercussions de cette guerre. J'en avais déjà parlé en avril. Des pays étaient affectés par les flux de réfugiés. Il y a des pays comme le Sénégal qui sont durement frappés par la hausse des prix du pétrole et des engrais. En Afrique, nous avons des programmes consacrés à la sécurité alimentaire. Nous avons organisé un événement hier sur les engrais. Un des plus grands producteurs d'engrais était présent ici et nous avons parlé de la fourniture d'engrais bien adaptés aux cultures pour aider les pays. J'ai rencontré le président du Togo. Ils ont découvert le phosphate au Togo. C'est un ingrédient clé qui est présent dans les engrais et que l'on peut retrouver au Nigeria, au Ghana, car il est utilisé dans les carburants. Donc, pour ce qui est de la dette, il faut résoudre les problèmes d'endettement. Il faut également impliquer le secteur privé. Hier, nous avons eu une réunion du G7 sur l'accord pour l'Afrique. Avec l'Allemagne est très présente, comme vous le savez. 12 pays font partie de ce groupe. Et je pense que nous nous réunirons aujourd'hui ou demain avec le groupe des gouverneurs africains qui sont présents cette semaine à Washington. Donc, pour répondre à votre question, hier, nous avons eu un événement consacré à l'Ukraine, mais tout au long de la semaine, il y a 7 jours de réunions du groupe de la Banque mondiale et du FMI. Et ces réunions sont consacrées aux autres régions du monde. Lee Harris du American Prospect, la secrétaire Yellen, a parlé des capacités de prêts bancaires qui pourraient passer aux dizaines de milliards de dollars. Est-ce que vous êtes préparé à accroître l'appétit pour le risque et l'engagement aux notations AAA? Pensez-vous que ces mesures pourraient accroître le volume de prêts et qu'en est-il du dispositif d'adéquation des fonds propres? Pour parler du G20, le G20 se réunit régulièrement. Nous sommes transparents, nous publions des rapports.
Il y a également le groupe de travail pour l'architecture financière internationale. C'est un groupe de travail du G20, un groupe de travail permanent qui travaille sur toutes ces questions. Et la Banque mondiale y participe. Il y avait consensus sur la manière de participer à ce dispositif d'adéquation des fonds propres. Nous avons également parlé à notre conseil d'administration des conclusions du rapport sur l'adéquation des fonds propres. Nous en avons parlé hier. Donc, nous sommes en faveur de l'accroissement des ressources. C'est important pour le monde en développement. Nous avons parlé du fait que les marchés se ferment, qu'il y a un problème avec le flux des capitaux en faveur des pays en développement, et donc il faudra accroître les ressources, y compris les ressources de la Banque mondiale. Nous allons parler des façons d'y parvenir avec les actionnaires de la Banque mondiale, accroître les fonds propres, le capital de la Banque mondiale et d'autres banques multilatérales de développement. La Banque mondiale lève plus que d'autres banques multilatérales de développement. Pour vous donner un ordre d'idée, depuis sa création, le capital qui a été payé à la BIRD a été de 20 milliards de dollars et les engagements sont à hauteur de 820 milliards de dollars. C'est le résultat du capital alloué par les États-Unis et par également les recettes, les revenus de la banque pour permettre de multiplier les prêts. Donc nous envisageons toutes les possibilités, toutes les solutions et nous sommes tout à fait en faveur de cette discussion qui est en cours. Pour ce qui est des DTS, dès le départ, nous avons cherché des solutions techniques qui empêchent l'utilisation des DTS pour qu'ils figurent au bilan. Merci. Dernière question. Merci beaucoup d'avoir organisé cette conférence. J'aimerais savoir comment vous évaluez les institutions économiques de l'Inde et comment les dispositifs de transfert de fonds ont été favorables à l'augmentation de la croissance. Dans notre rapport sur la pauvreté dans le monde, nous avons indiqué que certains pays ont pu amortir le choc de la Covid par le biais de transferts de fonds et de mesures de numérisation. Donc il faut vraiment reconnaître l'importance de la numérisation à l'échelle mondiale. Cela permet aux pays, même pauvres, d'avoir une connexion avec les personnes, même les pauvres du pays. Ce n'était pas possible auparavant. L'Inde a pu créer des dispositifs de protection sociale pour desservir les plus pauvres et c'est ce qu'il ressort des données publiées en 2020. Avec l'avènement de la pandémie, des programmes mis en place ont permis d'amortir le choc sur les plus pauvres. Donc c'est une initiative que nous saluons. En Inde, les inefficiences peuvent être réduites du point de vue administratif au sein des administrations et des collectivités. Nous travaillons avec le gouvernement et avec les collectivités locales pour voir comment réduire la pauvreté, les retards de croissance, les problèmes d'approvisionnement en eau et en électricité, l'adaptation au changement climatique. Il s'agit de beaucoup de thèmes qui font partie de notre programme avec l'Inde. Une dernière question ici. Allez-y. Bonjour, Alexis Allengers, Fox Business.
l'Europe a commencé à investir dans les infrastructures de carburants fossiles. Est-ce que vous pensez que cela pourra stabiliser la situation énergétique ou est-ce que vous pensez que l'Europe aura besoin de l'aide des États-Unis? Eh bien, il faut prendre en considération l'importance de l'énergie du continent et de sa dépendance vis-à-vis de la Russie. C'est un grand problème pour l'Europe et cela a un effet sur le ralentissement économique. Comment remplacer ces sources d'énergie? Il y a un nouveau oléoduc de la Pologne qui approvisionne l'Europe et puis l'Europe envisage d'autres façons de s'approvisionner en gaz naturel liquéfié, donc des sources de production locales également. Mais d'une manière générale, je dirais que face à l'inflation et à la hausse des prix énergétiques, le monde doit trouver des solutions plus propres, des sources d'énergie moins axées sur le carbone, des sources d'énergie plus propres. Ça, c'est l'orientation globale que le monde doit suivre. Merci beaucoup, merci à tous.